Amis cartésiens, bonjour et bienvenue dans cette édition du journal en ce samedi 1er juillet 2023. Les thèmes que nous allons aborder aujourd'hui sont les suivants. L'art est mis à l'honneur avec une nouvelle édition des artistes dans la rue, mais également avec le concert des familles qui s'est tenu à l'école de musique. La médiathèque a célébré la fête de la musique comme il se doit avec le groupe Paris Métis. L'usine itinérante des Hauts-de-France s'est installée dans la cour du collège Jean Rostand. Restons au collège pour assister à un spectacle qui réunit des écoliers de CM2 et des élèves de 6e. Les membres du jury Villes et Villages Fleuris de France sont venus découvrir le Cateau-Cambrésis. Nous ferons le point sur l'avancée des travaux au musée. Le camion santé dédié au dépistage des cancers féminins s'est installé sur la place du 3 septembre 1944. Et nous clôturerons ce journal avec notre rubrique L'antenne est à vous, où M. Joseph Modarelli annoncera les festivités du 13 juillet prochain. C'est sous un soleil radieux que les artistes se sont installés dans les rues catésiennes. De nombreux artistes étaient réunis pour célébrer cette nouvelle édition des artistes dans la rue, où peintres, modeleurs et même sculpteurs ont pu promouvoir leur art. Les flâneurs ont ainsi pu discuter avec eux et profiter d'un peu de fraîcheur le long de la Selle. Je laisse tout de suite la parole à M. Luc Carin. Eh bien, ce week-end, donc ce samedi 24 juin, nous avons la chance d'avoir un très beau temps pour organiser avec la ville du Cateau. Monsieur le maire, Joseph Modarelli, nous ont permis d'organiser cette journée des artistes dans la rue. Donc nous avons à peu près plus ou moins une cinquantaine de personnes qui ont participé, qui participent en ce moment à cette journée, que ce soit au travers de stands ou vraiment d'installations d'artistes dans la rue, des dessinateurs, des peintres, des modeleurs, des sculpteurs parfois aussi. Et je pense que ça se passe très bien. Pour l'instant, on n'a que des retours positifs et le public commence déjà un peu à sortir et venir nous voir. C'est assez sympathique. Il y a à peu près 35 participants qui viennent de l'école d'art plastique, des ados, des jeunes adultes et des personnes d'un certain âge, on dirait. Alors, l'école d'art plastique se trouve, pour ceux qui le savent, rue de la Digue, dans l'espace des arts. On partage le bâtiment avec l'école de musique. Jean-Louis Berkmans, qui dirige l'école de musique, est présent le lundi, le jeudi, le vendredi et le samedi pour les ateliers musicaux. Et l'école d'art plastique est ouverte pour les enfants le mercredi après-midi et pour les adultes le vendredi après-midi et le samedi toute la journée. Et on y fait quoi? Alors, les enfants ont 2 ateliers le mercredi après-midi où ils touchent un peu à toutes les techniques. Alors que pour les adultes, le vendredi, en début d'après-midi, il y a un atelier technique et recherche artistique. Ça permet de travailler un peu toutes les techniques et parfois trouver des solutions à des problématiques artistiques, des phrases qui sont lancées avec des petites solutions à trouver au travers d'une réalisation artistique qui est assez ludique, amusant, assez agréable à faire parce que justement je remets un petit peu les idées préconçues des gens et ça leur permet de sortir un peu de l'ordinaire. Alors ensuite, le samedi matin, il y a l'atelier sculpture-modelage, donc on travaille le volume. Et le samedi après-midi, c'est un atelier plus généraliste où on travaille la peinture essentiellement à tous les niveaux, donc toutes les sortes de peintures, mais on peut aussi venir dessiner si on veut. Et celui qui n'a pas fini sa sculpture le matin, eh ben, il va aller dans son atelier tranquillement finir sa sculpture s'il le veut. On a les enfants à partir de 6 ans jusqu'à notre aînée qui est Régine, qui a 90 ans cette année, le 11 novembre, si je ne me trompe pas. Voilà. Victoire. Donc on a une panoplie d'âges très très différents, mais on a des ateliers qui regroupent en même temps des adolescents, des jeunes adultes, des adultes d'un âge moyen et des adultes un petit peu plus âgés comme Régine, un tout petit peu plus. Et il y a vraiment une bonne entente
sur l'ensemble de ces, aussi bien les jeunes que les moins jeunes, ont l'occasion d'échanger, et aussi bien en humour et d'une manière artistique, et comparer leurs travaux, leurs idées, etc. Je trouve que l'échange entre les générations, il n'y a pas mieux. Et dans nos modes d'expression, c'est toujours des découvertes, quoi. Chacun a son univers, et on peut les faire cohabiter sans souci. Eh bien, nous avons un petit stand à l'occasion de la journée des printemps dans la rue, parce que la bibliothèque est aussi un des pôles culturels de la ville. Donc, on a fait une sélection un petit peu éclectique pour tous les goûts et tous les âges, pour essayer d'attirer le chaland à venir prendre un billet d'inscription et un programme pour cet été, et de profiter de cet autre pôle culturel de la ville. Et je crois qu'on va parler cirque. Tout à fait. Alors c'est le programme de cet été, vous pouvez voir un joli petit chapiteau. Bon, hop, avec des affiches. Et si on ouvre le chapiteau, il y a tout un programme, donc c'est le programme trimestriel. Un été, vous le comprenez, placé sous le signe du cirque. Voilà. Donc des animations, alors il faut prendre le programme parce que c'est y a la fermeture la première quinzaine d'août et des animations tout au long de l'été. Donc il faut regarder un petit peu les dates. Donc elles sont sur le site internet et donc sur le programme. Des heures des bébés, des ateliers, le retour du Pulse participatif pour ceux qui connaissaient. Et aussi le mois de septembre qui va être assez chargé. Donc avec des ateliers. Une nouveauté, un nouveau rendez-vous organisé par Maria, la Prose Café, donc qui est un moment de café-lecture tout en convivialité, donc vous pourrez échanger les livres qu'on aime ou peut-être ceux qu'on n'a pas aimés, ça arrive, et partager ces lectures autour d'un café, un petit moment convivial, donc ça sera le 3e jeudi du mois. Et le retour des conférences. Alors on a une conférence exceptionnelle, un journaliste belge qui va nous parler de David Bowie, et suivi de la projection de Ziggy Stardust, donc c'était son personnage que tout le monde connaît. Et en 73, lors de ce dernier concert avec ce personnage, il y a un film qui a été tourné. Donc on va regarder ça, donc ça sera le vendredi soir, de 19h à 22h, donc 1h, 1h30 de conférence, une petite collation, et après 1h, 1h30 de docu, film, concert du David Bowie, les années 70. Voilà, donc un programme assez chargé. Nous passons l'heure d'été très bientôt, la semaine prochaine, donc 9h-13h, du mardi au samedi, pour profiter de la fraîcheur, jusqu'au 3 septembre. Alors qu'est-ce que vous êtes en train de faire en ce moment là? Je suis en train de dessiner des pêcheurs en train de trier les filets dans leur barque. Voilà. Le modèle est là. Ah, je disais, on n'en trouve pas dans la Seine en ce moment là. Ah non, c'est pas dans la Seine. Non, ça je pense que c'est plutôt en Bretagne. Voilà. Ah, peut-être. Ou en Vendée. Pourquoi pas. Et donc vous faites ça, quelle est la technique alors? Ah là je fais des crayons de couleur. Voilà. Alors, crayons de couleur, crayons papier, estompeur, c'est-à-dire qu'on met du noir et après avec l'estompeur on peut diminuer, en faire un dégradé de couleur avec. Voilà. Et ça fait longtemps que vous faites l'artiste? Non, là ça fait 1 an, avant je dessinais pour le plaisir et là ça fait 1 an que je suis au club du Cateau. Voilà. Alors qu'est-ce que vous en pensez du club? Très bien. Très bonne ambiance, Monsieur Carin c'est un homme très patient, très gentil, très agréable. Je me sens vraiment bien. Voilà. Et que pensez-vous de l'initiative d'aujourd'hui alors? C'est très bien, ça permet de voir les gens qui viennent voir nos dessins, je ne vais pas dire nos œuvres, nos dessins, voilà. Discuter avec les gens, et puis c'est du partage, voilà. C'est des moments conviviaux. Voilà. Et ça fait du bien. Surtout aujourd'hui qu'on a une météo clémente. Voilà, c'est vrai qu'il fait beau dans la rue des Digues. Voilà, il fait bon dans la rue des Digues. Et l'après-midi, ils sont à l'eau. Voilà. Donc notre association c'est Chebou de Laine, association qui a été créée l'année dernière pour venir en aide aux bébés prématurés. On tricote de la prématurité jusqu'à 3 ans. Et donc aujourd'hui, vous proposez quoi? Alors on a exposé nos petits ouvrages qu'on a fait tout au long de l'année. Il y a des choses en vente et pour agrémenter aussi la journée des arts. Et donc par exemple là, juste derrière vous, il y a quelques personnes en train de s'agiter. Oui. Alors c'est mes petites aides qui font nos layettes, nos couvertures, nos doudous.
et qui participent tout au long de l'année à la réalisation de nos ouvrages. Aujourd'hui, le long de la Selle, on a pu découvrir des peintres, des sculpteurs, des dessinateurs, un caricaturiste, et puis des diverses d'autres stands aussi avec des objets qui sont faits par des artistes parce que entre la comment dirais-je, la porcelaine, le tissu qu'on décore, voilà, un choix assez hétéroclite tout le long de cet espace que l'on voulait bucolique. Habituellement, les artistes dans la rue avaient lieu au mois de septembre. Pour des raisons écologiques ou de temps incertain, on a fait le choix cette année, premièrement, de déplacer cette date, donc de la mettre au mois de juin, avec une confirmation avec le temps qu'on a eu aujourd'hui. Et puis on voulait aussi innover à travers cette formule. Donc changer de date, changer de lieu, recentrer un peu plus sur un axe vert, puisque on a la chance d'avoir une rivière qui est très très belle, un espace vert. Donc voilà, c'était l'idée, c'était de pouvoir innover, d'apporter une touche supplémentaire et faire en sorte que chaque artiste puisse s'exprimer à travers un arbre, une maison, voilà. C'était ouvert, c'était très très ouvert, mais nous on voulait simplement changer la formule, la remettre un petit peu au goût du jour et puis trouver de nouveaux artifices. Et surtout donner un peu le coup d'envoi vers cette semaine de porte ouverte à l'Espace des Arts. Donc exposition, musique, art sous toutes les formes, comme je viens de le dire. Et quel bilan on tire de cette journée ? Alors effectivement, nous avons une journée superbe, trop chaud pour certains. Donc vu la température, on est obligé un petit peu d'adapter les emplacements parce que sous tout l'espace qui était dédié, il y avait des zones d'ombre et des zones ensoleillées. Bon voilà, on s'est adapté, on a essayé des choses différentes. S'il y a des modifications, s'il y a des corrections à apporter, l'année prochaine, j'espère qu'on pourra réitérer l'édition et deuxièmement, apporter les corrections qui se justifient, à condition bien entendu d'avoir le temps qu'on a eu aujourd'hui, conditions climatiques exceptionnelles, quoi. L'école de musique s'est associée à l'esprit créatif des arts plastiques pour former l'Espace des Arts. Afin d'ouvrir la semaine consacrée aux arts sous toutes ses formes, au pays de Matisse, un concert des familles a été organisé. Jouer d'un instrument, c'est bien. Partager cette passion avec les membres de sa famille, c'est mieux. Ce concert permet de réunir les générations afin de passer un moment unique au sein d'une même tribu. Jouer en chœur ou à quatre mains permet de renforcer les liens et d'inciter les plus timides à se lancer dans la musique. Jean-Louis Berkmans vous en dit plus tout de suite. 1, 2. En ce qui concerne donc l'école de musique, on a participé aujourd'hui activement à cette journée des artistes dans la rue. Bon, l'école de musique c'était un peu plus enfermé cette semaine, mais on vous promet pour la semaine prochaine des activités, des actions tous les jours. Ça commence demain matin, le concert des familles. Alors le concert des familles, c'est un moment privilégié puisque ça réunit des frères, des sœurs, des fois un mari et une femme, les parents, les enfants, des cousins, des oncles, des tantes. C'est un concert qui réunit tous les musiciens d'une même famille et c'est vraiment un moment très sympa, un moment convivial dans la musique. Voilà. Et ensuite, toute la semaine, on enchaîne avec des activités musicales au niveau de l'école de musique. Donc les portes ouvertes, vous venez, vous pouvez écouter, essayer les instruments. On a une devise ici au Cateau, pour un instrument, l'essayer c'est l'adopter. Donc vous venez essayer la trompette et vous repartez avec une trompette. Bon, c'est une plaisanterie, mais ça fait partie des choses qu'on met en place ici à l'école de musique.
Et cette semaine d'action musicale, cette semaine porte ouverte, se termine par le concert des professeurs le dimanche 2 juillet à 11 h. Donc les professeurs de l'école de musique vont vous concocter un petit programme avec toutes sortes de choses. On aura du Saint-Saëns, voilà, on aura du Brahms, on aura des musiques un peu plus modernes, un peu plus légères, du jazz et des musiques de variété, un peu toutes sortes, voilà. Donc une semaine musicale, une semaine artistique ici au Cateau, très diversifiée, très éclectique, et j'espère avoir le plus de monde possible. Donnez-nous un chiffre ici à l'école de musique. Alors, quelques chiffres pour l'école de musique. Bon, l'école de musique, c'est à peu près 150 élèves inscrits, 11 professeurs, beaucoup d'heures de musique pour l'enseignement. Les différents instruments qu'on va enseigner, la flûte, la clarinette, la trompette, le piano, la guitare, l'orgue, le trombone et le cor. Voilà, donc on a tout un panel d'instruments de musique qu'on peut proposer aux enfants. Et l'école de musique fonctionne tous les jours de la semaine à des horaires qui sont adaptés pour un public d'enfants et un public d'adultes. Donc on a vraiment toutes les possibilités pour accueillir le public le plus large possible. On peut accueillir des enfants, on peut accueillir des adultes. On a mis en place pour la prochaine rentrée des ateliers, donc ateliers guitare pour les adultes, donc un atelier où on espère accueillir une dizaine de personnes adultes qui seront en groupe, donc pour proposer un peu des musiques de variété, des musiques qui leur plaisent, un peu des musiques un peu plus modernes. On a un atelier guitare pour enfants, pour avoir un atelier groupe, pour avoir un peu plus d'émulation dans la formule. Et ensuite, on a des ateliers de percussion, donc un atelier de djembé qui existe et d'autres ateliers qui vont se mettre en place dans le début de l'année prochaine. Ah bah écoutez, l'école de musique est ouverte, donc si vous êtes intéressé déjà de venir essayer un instrument, ce que je disais tout à l'heure, un instrument, l'essayer, c'est l'adopter, donc venez essayer un instrument de musique, vous repartez avec, et l'école de musique sera ouverte à partir de début septembre, la première semaine de septembre, pour la reprise des cours. La médiathèque a mis les petits plats dans les grands afin de célébrer la fête de la musique en invitant le groupe Paris Métis. Laetitia et Jean-Baptiste, en couple dans la vie et en duo sur scène, proposent des concerts uniques autour de la musique du monde. Leur principale source d'inspiration, la nature, leurs voyages et leurs rencontres au-delà des frontières. Les sonorités allient leurs influences celtiques, asiatiques et africaines. Rien de tel pour envoûter petits et grands. Je vous laisse découvrir cela tout de suite.
Alors les Paris Métis, c'est Laetitia, mon épouse, et moi-même, Jean-Baptiste, couple à la vie et aussi dans le métier de musicien professionnel. Et Paris Métis, eh bien Paris, notre nom de famille, mais Métis aussi par le métissage de nos instruments de musique qui sont juste derrière nous. Et c'est le but aussi de pouvoir aussi métisser nos instruments, les diverses timbres, les sonorités différentes pour venir se joindre dans l'écriture de nos compositions. Alors le style, nous sommes donc sur de la musique du monde, bien sûr composée. Laetitia compose l'intégralité de la mélodie et de l'harmonie, et moi je compose tout ce qui est rythme aussi pour venir se joindre à toutes ces jolies notes et ces jolies mélodies. Tout ceci est relié à la nature, à nos voyages, aux animaux, donc à la mère nature en général. 2 premiers albums et le 3e en construction actuellement. Sur cet album, j'utilise donc le oudou, une percussion en terre cuite d'origine africaine. Ensuite, j'utilise l'établa, percussion d'Inde du Nord. Et ensuite, donc, je m'accompagne aussi d'une percussion électronique pour avoir des paysages sonores, et aussi le djembé, bien sûr, traditionnel, pour avoir un son lourd et profond, pour accompagner, entre autres, les thèmes celtiques de Laetitia. C'est vrai que l'instrument qui apporte vraiment la couleur, l'ambiance aussi des compositions de Paris Métis, ce sont les rave drums. Alors, on les voici ici. Des espèces de casseroles là. Exactement, donc c'est des rave drums, des sortes de hang en fait. Là ils sont d'origine russe, fabriqués en Russie. Ensuite, à partir de ces rave drums, je compose au clavier la basse, l'harmonie qui est ensuite mise dans les pédaliers. Et en live, je rejoue donc clarinette basse. Donc elle apporte aussi les graves, les basses, mais aussi des chorus, la mélodie. Et tout un ensemble de flûtes du monde. On a les roulouzeux, qui sont de Chine et de Thaïlande. On a l'Irish flute aussi, flûte irlandaise, des flûtes amérindiennes et des whistles aussi qui m'accompagnent dans les mélodies. Voilà. Donc c'est un ensemble d'instruments qui se marient ensuite avec toutes les percussions du monde de Jean-Baptiste. C'est vrai que les compositions sont typées celtiques. On a quand même on ressent bien l'essence des musiques celtes, mais pas que. On a une essence de jazz, de musique du monde, des influences des musiques du monde indiennes, africaines. Donc c'est d'où ce métissage en fait entre toutes ces essences de musique en fait, tout simplement.
faire une tournée depuis la Provence jusqu'à la Savoie. Donc on a 6 dates à venir sur 2 mois, où on va pouvoir profiter aussi de ces paysages, de se ressourcer et de pouvoir promouvoir aussi ce deuxième album que nous venons juste de sortir. Hop. Le voici. Un petit peu de promo dans From the Heart, qui veut dire vient du cœur. Donc un 7 titres fraîchement composés et que nous proposons dans cet album et dans les concerts à venir. Je voudrais juste rajouter quand même que, en fait, oui, nous partons en tournée dans les Hautes-Alpes. Nous revenons d'une tournée en Irlande et en Angleterre. Mais en fait, demain, nous partons aussi en concert à Berck-sur-Mer, sur la côte. Et puis, donc, samedi, nous jouons aussi les rues des Vignes, à côté de l'abbaye de Vaucelles, pour les Feux de la Saint-Jean. Donc, nous sommes en concert là-bas avec une danseuse. Nous avons monté un projet aussi avec une danseuse qui vient danser sur les thèmes de Paris Métis. Et plus d'infos sur les réseaux sociaux sur notre site internet, sur les réseaux sociaux, parismétis.com. Et Facebook, Instagram, LinkedIn maintenant, fraîchement. Donc c'est tous ces réseaux sociaux qui s'accumulent au fur et à mesure des années. On essaie de suivre, mais c'est éprouvant quand même. Je ne sais pas si vous ressentez ça, les amis, mais c'est éprouvant, les réseaux sociaux. Oui. Enfin, il faut bien communiquer, hein, n'est-ce pas? L'usine itinérante des Hauts-de-France, intitulée la Fabrique 4.0, s'est installée dans l'enceinte du collège Jean Rostand. La Fabrique 4.0 est une unité mobile conçue pour aller à la rencontre des publics et des bassins d'emploi, d'éducation et de formation en Hauts-de-France. Équipée et modulable, la mini-usine du futur offre au plus grand nombre une découverte immersive au cœur des métiers industriels, ainsi qu'un parcours initiatique et pédagogique. Les élèves ont donc pu découvrir un concentré des nouvelles technologies, comme la réalité virtuelle ou encore la robotique. Je laisse tout de suite la parole à Madame la principale, Madame Laurence Sédon. Aujourd'hui, on inaugure les premières heures d'ouverture de la Fabrique 4.0, portée par les Hauts-de-France, la région, le Pôle emploi, Valenciennes et les opérateurs de compétences interindustrielles et surtout l'UIMM. Alors, vous voyez ces robots qui fonctionnent, on veut donner une nouvelle image à nos jeunes collégiens, lycéens de l'entreprise, des métiers de l'industrie. Et quoi de plus beau que de vous recevoir dans un camion aux températures agréables, dans ces temps de canicule. On fonctionne comme dans des entreprises haut de gamme, nouvelles technologies, avec des robots. On laisse croire aux enfants qu'ils ne travailleront plus bientôt avec l'intelligence artificielle, mais il faut les programmer. Donc il faut être ingénieur et continuer à travailler à l'école pour performer en mathématiques, en sciences, etc. Et on les mettra à l'appui de ces magnifiques machines qui nous aideront à travailler. Alors la Fabrique 4.0, c'est un camion de démonstration de l'univers industriel. Donc ici on présente aussi bien l'univers que les technologies et les métiers qui sont présents en entreprise. Alors donc ici on vient fabriquer cette petite pièce. Donc c'est un petit support de téléphone qu'on vient coller à l'arrière de la coque de son téléphone. Et l'avantage c'est qu'ici au sein de la fabrique, on va avoir quasiment toutes les étapes de fabrication de ce produit. Donc la partie conception du produit, un petit peu plus axée bureau d'études, donc avec les différentes technologies qui représentent le bureau d'études. On va avoir ici donc un scanner 3D qui nous permet de partir d'une pièce existante et de venir, donc, comme ici, la remodéliser sur l'ordinateur. On va avoir juste ici un hologramme qui là va nous permettre de faire de l'affichage de pièces qui est modélisé sur l'ordinateur. Et ensuite, on va retrouver juste ici une imprimante 3D qui là nous permet de faire tout ce qui est prototypage de pièces en plastique. On passe ensuite à la partie production. Première étape, il va y avoir cette partie donc de mise en plan du produit pour avoir toutes les informations concernant le produit pour pouvoir le fabriquer par la suite.
Et dernière étape, la partie production. Les pièces, on les reçoit séparées, et donc c'est toute la ligne de production qui est derrière moi qui va venir faire l'assemblage. Donc on vient mettre les pièces, et pour éviter tout ce qui est geste répétitif, de plus en plus on va faire appel à la robotique. La robotique ici va nous permettre de venir assembler le produit, venir faire le contrôle qualité, et également par la suite venir graver la pièce pour pouvoir la référencer. Ce qui nous permet également de parler de tout ce qui est risque en entreprise, donc tout ce qui va être TMS, les troubles musculo-squelettiques, donc pour éviter de se blesser. Et ici, on va avoir différentes technologies. Donc, dans un premier temps, de la robotique mobile, qui là va nous permettre de transporter les charges lourdes à notre place, toujours pour éviter de se blesser, mais également ici de la robotique collaborative, donc qui permet de travailler sur le même poste de travail qu'un opérateur. Et ensuite, on va avoir les équipements que l'on va pouvoir porter directement sur soi. Donc, juste ici, je suis équipé d'un exosquelette qui me permet, tout simplement, plutôt que de passer la journée complète debout sur mon poste de travail, avec ce type de matériel, je vais pouvoir tout simplement m'asseoir, travailler bien plus efficacement sur mon poste de travail, puisque je me fatigue beaucoup moins et donc je vais être beaucoup plus efficace sur les tâches que je vais devoir faire. Donc on présente également tout ce qui est réalité augmentée, réalité mixte. Donc ici, ce casque nous permet d'avoir toutes les informations du coup à portée de vision, ce qui nous permet de travailler bien plus simplement en ayant les mains libres. Là ici avec le casque, donc c'est ni plus ni moins qu'un ordinateur, on va être capable d'afficher tout type d'informations, que ce soit de production, pour faire de la maintenance ou également pour créer des salles virtuelles pour venir concevoir un produit. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on présente ici pour justement montrer au maximum de personnes, que ce soit aux collégiens, aux lycéens, aux demandeurs d'emploi, personnes de la mission locale, école de la seconde chance, l'univers industriel, et essayer de les attirer vers ces métiers industriels qui sont en tension. Ici, on est dans une salle où on va faire une présentation un petit peu plus théorique. Donc sur chaque territoire, ça va nous permettre de faire une présentation des entreprises locales, puisque les gens n'ont pas forcément conscience de toutes les entreprises qui sont présentes sur leur territoire, et que on est capable de produire des pièces qui parfois sont exportées à l'étranger, alors que c'est une entreprise qui se trouve juste à côté de chez eux. Donc ici, les différents écrans, donc vous en avez 6 juste ici, vont nous permettre d'afficher différents éléments selon le type de public. Donc vous avez juste ici des vidéos de présentation de métiers avec des témoignages de personnes en entreprise, mais on peut également afficher le cycle du produit, les différents métiers qui peuvent intervenir tout au long du processus de fabrication, des indicateurs tels qu'on peut les retrouver en entreprise, tels que les accidents de travail, tout ce type d'informations. Restons au collège où un spectacle réunissant des écoliers de CM2 et des élèves de 6e a été donné. Le passage de l'école au collège est un moment clé de la scolarité et peut s'avérer stressant pour les futurs collégiens. C'est pour cela que 2 professeurs, l'une du primaire et l'autre du secondaire, ont choisi de travailler main dans la main afin que cette découverte se passe en douceur. Les écoliers et les collégiens ont choisi de travailler autour du thème de la sorcière, en écrivant ensemble le conte de la sorcière Noaline. Le jour de la représentation, écoliers et collégiens ne formaient plus qu'un groupe, celui des élèves de Poudlard. Je laisse tout de suite la parole à la directrice de la maison Jean Rostand, Madame Lefin, professeure de français. Escalier pour ne pas se faire repérer. C'est ça, Noaline.
Alors, je suis Madame Lefin du Collège Jean Rostand, professeure de français. Madame Gorez, directrice et enseignante à l'école de Saint-Souplé. Alors aujourd'hui, c'est un spectacle de sorcellerie qui vous attend. C'est un projet interdisciplinaire puisque nous avons travaillé en français, en art plastique, en éducation musicale, en histoire géo, en anglais, avec mesdames de Laval, Caresmel, Garrigue, Madame Tranchant, Madame Mailleux. Notre jeune sorcière qui a été inventée par les élèves voyage autour du monde et donc à travers un conte notamment, on raconte ses aventures. Donc les enfants vont jouer ce petit conte écrit par eux-mêmes. Ils ont réécrit également les paroles d'une chanson. Ils vont aussi interpréter l'hymne du collège, l'hymne Rostand. Ils ont créé des recettes aussi, ils ont écrit des recettes, différentes potions que Noaline va créer au fur et à mesure de son voyage. Madame de Laval vous présentera aussi son beau grimoire. Et puis nous avons aussi donc créé des poèmes autour du personnage de Noaline. Donc en plus de la mise en scène des enfants, nous avons l'exposition de tous leurs travaux autour de la salle. Il y a un esprit un petit peu Harry Potter que je vois derrière vous là. Oui, puisque Noaline est une sorcière maléfique qui crée de nombreuses potions. Et parce que ma classe a un thème Harry Potter. Ah, voilà. Rostand, Rostand, collège Jean Rostand, apprends-nous ce qu'il faut savoir. Lié au son magique, différents sortilèges maléfiques. Multiples leçons de vol exigeant, acrobatie et facétie. Nous attendons le savoir. Devenons sorciers pour vous ensorceler, chasser les chagrins. Notre destin est encore entre nos mains, installons la paix. Rostand, Rostand, collège Jean Rostand. Vous avez forcément déjà vu ce label qui orne les panneaux des entrées de villes et villages afin de récompenser la qualité de vie. Il s'agit bien évidemment du label Villes et villages fleuris. Le label constitue un outil d'aide au quotidien pour les communes qui souhaitent améliorer le bien-être de leurs habitants et préserver l'identité de leur territoire tout en développant leur cadre de vie. Les membres qui composent ce jury sont donc venus visiter le Cateau-Cambrésis aux côtés des élus afin de délibérer. Alors, cette journée, ça vous a pas trop stressé ? Bon, il y a toujours un petit peu de stress, on essaye de faire au mieux, surtout que le but de la démarche, c'est de montrer tous nos atouts en matière d'environnement et de tout ce qui est mis en place et de mettre en valeur aussi le travail des équipes municipales, des espaces verts et de toute l'équipe qui a participé à la mise en place de ce projet, de la présentation. Donc voilà, ça y est, on a fait le tour de la ville et puis on va attendre la délibération. Bon, moi, je dis que c'était une visite sympa. Tu dis la même chose ? Oui, c'était sympa. Alors, le soleil était là, ça c'est très bien. Et ça nous permet aussi de redécouvrir, de prendre le temps de redécouvrir nos espaces boisés et fleuris. Alors, le patrimoine, est-ce qu'on a tout vu ? Le patrimoine ? Alors, pour le patrimoine, on a une chance extraordinaire de pouvoir justement marier notre patrimoine avec tout ce qu'on peut avoir autour en termes de fleurissement et en termes d'aménagement des espaces verts. Donc c'est toujours une grande chance, je pense, pour une ville comme la nôtre, de pouvoir marier cela. Stéphanie a dit quelque chose qui est très vrai, c'est essayer de trouver aussi de l'interactivité, trouver des échanges par rapport à ce qui a pu être dit aujourd'hui, et puis donc de pouvoir retravailler, de pouvoir toujours évoluer. On peut toujours évoluer en améliorant sur des préconisations, sur des éléments qu'on a pu nous transmettre les années précédentes, pour pouvoir faire mieux encore et puis donner la meilleure image possible de la ville et l'embellir au maximum. Est-ce que nous allons visiter nos souterrains? Alors ça fait pas partie du cadre, mais par contre, c'est toujours le grand avantage effectivement de pouvoir terminer dans nos souterrains. Alors en plus par ces températures avec la fraîcheur qu'on leur connaît, et qui est très appréciable. Mais effectivement, oui, c'est toujours une chance de pouvoir en parler et de terminer sur un aspect extrêmement positif et rafraîchissant. D'accord. Bon, alors la conclusion te revient?
Écoutez, on a passé une très agréable après-midi avec les membres du jury. On a noté encore quelques points d'amélioration, toujours pour continuer cette démarche. Et puis on attend les résultats avec impatience. Ingrid Go, je travaille pour Hauts-de-France Tourisme à la labellisation des villes et villages fleuris. D'accord. Est-ce que vous êtes déjà venu au Cateau? Oui, il y a 2 ans. D'accord. Bon. Comment vous avez trouvé le Cateau aujourd'hui? Bon, je ne vous dis pas de me dire tout ce que vous avez vu, mais comment vous l'avez trouvé? Jolie ville, visite agréable, accueil agréable et chaleureux, belle découverte ou redécouverte. Est-ce que, en prenant une petite phrase, je peux savoir quels sont vos critères, les principaux, hein, je ne vous demande pas tout. Alors en fait, la labellisation Ville et Village Fleuris, c'est vraiment de juger un cadre de vie dans son ensemble, pas seulement le fleurissement. C'est un cadre de vie pour permettre aux habitants d'être dans un cadre agréable, donc il n'y a pas que le fleurissement. D'accord, je pensais que c'était uniquement le fleurissement. Non, on prend en considération la maîtrise des enseignes publicitaires, la réduction de l'éclairage nocturne, la gestion différenciée, l'entretien des cimetières. Il y a beaucoup de critères qui sont pris en considération, pas uniquement du fleurissement. Pourtant, nous n'avons pas vu nos cimetières, comment vous pensez ça? Ah, parce que ça fait partie des critères de la grille d'évaluation, mais on vous a posé la question quand même. Donc Bon, d'accord, ok. Bon, moi je ne sais pas, est-ce que vous avez autre chose à dire par rapport à tout ça? Je vous souhaite de continuer sur votre lancée, comme vous êtes parti. Je souhaite de pouvoir revenir avec une équipe aussi chaleureuse et amicale. Le conducteur des travaux concernant l'agrandissement du musée, M. Thibault Joseph, va vous expliquer l'avancée du chantier. Au programme, création des étages pour accueillir les toiles et envisager une fin du gros œuvre en septembre. Donc là, on est en train de faire le niveau rez-de-chaussée bas. Donc c'est le niveau des accès groupes, accès scolaires, donc avec des ateliers dans la deuxième partie arrière et ici toute la zone d'accueil. Alors ça consiste en quoi? Donc là en ce moment on fait des voiles matricées, c'est-à-dire que c'est des voiles avec un effet planche et en blanc. Et ce que vous voyez derrière c'est le plancher de l'étage du dessus. Donc là, on est sur on est au niveau rez-de-chaussée bas, ça correspond à un sous-sol. Ensuite, on a un rez-de-chaussée, un R+1. Le R+1, lui, il va accueillir les œuvres. Ça va être l'étage avec une hauteur de 5 mètres, avec les plus grandes œuvres. Donc là, on finit les voiles d'habillage dans cette zone ici, donc encore pour une semaine. On finit ce plancher-là et après, on remonte l'étage au-dessus. Donc, déjà à partir de la semaine prochaine, on va attaquer les murs de l'étage au-dessus dans la zone que vous voyez sur l'arrière où le plancher est déjà coulé. Ouais. Pour le gros œuvre, on a encore jusqu'au mois de septembre. Ouais. Le camion Nord Santé Prévention a fait escale devant le théâtre. L'objectif de ce camion, informer, prévenir et dépister les cancers féminins. Ce service de proximité permet de mettre en lumière les cancers féminins qui, s'ils sont dépistés à temps, peuvent être guéris. Je laisse tout de suite la parole à Monsieur Jamel Bellard. Alors là, nous sommes à Le Cateau, où se déroule une journée prévention sur la thématique des cancers féminins. Elle succède à une deuxième journée qui avait eu lieu le 25 mai dernier à Cambrai, puis une prochaine est prévue ce 20 juin à Caudry. C'est une démarche départementale, parce que plusieurs de ces journées ont lieu dans différents territoires du département, et c'est à l'initiative de notre président pour, je dirais, informer, sensibiliser sur la thématique des cancers féminins. Et je dirais l'originalité de la démarche, c'est de l'aller vers les publics repérés comme étant éloignés de l'accès aux soins. Alors il y a ce camion, un camion Nord Santé Prévention, qui est mis en place de support pour ces journées-là.
Alors à l'heure actuelle, ce camion n'est pas équipé d'une mammographie et d'une échographie, mais il est prévu de l'équiper sur du moyen terme. Et donc pour l'instant, je dirais, le camion nous sert, je dirais, de support dans la mise en place d'ateliers de prévention pour que demain ensuite, une fois qu'il sera équipé, on pourra allier à la fois de l'information à travers des ateliers et également des actes concrets de dépistage pour les personnes qui souhaiteraient être dépistées. Alors moi je suis Madame Coa, je suis assistante sociale donc au service de prévention santé et j'interviens sur le territoire de Le Cateau notamment et de Caudry. Donc en binôme avec une infirmière ici sur Le Cateau et une autre infirmière sur Caudry. Oui, alors dans ce camion, on propose une intervention avec une sage-femme et une infirmière pour travailler à partir d'idées reçues. Et pour montrer l'importance du dépistage, les recours possibles sur le secteur. On travaille aussi les notions d'appréhension, de peur pour essayer justement de favoriser l'accès aux soins. Donc on part aussi de la connaissance du public. Parce que ça ne se veut pas un cours, on veut pas non plus que ce soit, on veut que ce soit interactif pour que ce soit intéressant pour le public. Et ensuite, on a une deuxième partie là dans la salle avec des partenaires, donc la Sécurité sociale et EMRA, et dans laquelle on fait également d'autres types de messages de prévention plus autour de l'hygiène de vie. Et ensuite, on voit les personnes un peu au fil de l'eau pour repérer les freins qu'il pourrait y avoir au dépistage et pour pouvoir les recontacter dans un second temps pour justement leur permettre une prise de rendez-vous, un contact et leur donner vraiment des informations concrètes sur le territoire pour leur permettre d'accéder aux soins. Donc maintenant, mais moi je voudrais en premier lieu remercier Monsieur le maire parce que c'est lui qui a permis que le bus puisse, le camion prévention santé puisse s'installer ici, un des trois territoires qui a été repéré en tout cas sur l'arrondissement puisqu'il y a Le Cateau, Cambrai et Caudry. Que ça répond à un besoin, certes, comme vous l'avez signalé. Aujourd'hui, nous, on s'oriente au département du Nord vers le fait d'avoir des équipements privilégiés et spécifiques en fait pour l'accès aux soins le plus près possible des personnes qui sont en fragilité ou tout simplement qui n'y ont pas accès par défaut d'information. En tout cas, c'est apporter un service supplémentaire, non loin de se superposer à l'existant, parce que je pense que Monsieur le maire le dira, mais nous ici, on a un très beau pôle de santé et donc l'accès aux soins, on peut y arriver assez facilement. Mais en tout cas, c'est vraiment, comme vous le disiez, franchir le cap, avoir cette notion d'information. Et tout à l'heure, c'est vrai qu'en discutant, on se disait que dès le moment où on touche à l'intime, à la pudeur, à l'individualité et à l'identité de chacun, en fait, il y a une espèce de fierté ou de pudeur qui fait que on attend le dernier moment, on attend d'avoir des symptômes ou pas se sentir bien, ou alors on se dit que le généraliste qu'on va voir, il va tout résoudre. Mais en même temps, c'est vrai que pour ces problèmes physiques et métaboliques des dames, que ce soit le dépistage du cancer du sein, de l'utérus, toutes ces choses-là, c'est vrai que ça touche de l'intime et il faut aller plus loin, à la fois dans l'information, dans l'accompagnement, dans le soutien, et puis également dans la dédramatisation et la pédagogie en fait que l'on peut apporter. Et je soulignerai aussi que Barbara Kovout, ma vice-présidente en fait, collègue en charge de la santé au département, est à l'initiative avec Christian Poiret donc de ce bus. On s'est modélisé un peu sur les espaces France Service qui sillonnent un peu l'ensemble des territoires, mais justement parce qu'on se dit aujourd'hui que il y a toujours cette barrière où c'est toujours trop loin, où il y a peut-être un défaut de mobilité, mais où aussi la mobilité n'est pas que physique, elle peut être aussi sociale, c'est-à-dire il faut se sentir prêt à pousser des portes, sans préjugés, sans se dire qu'on va être forcément étiqueté ou vu. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, c'est dans cette démarche que on peut dédramatiser les choses et où on pourra plus facilement raccrocher en tout cas à la santé des personnes qui en fait s'en sentent éloignées, mais
pas forcément, s'en sentent éloignées à la fois, mais n'y ont pas recours parce qu'elles ne veulent peut-être pas se sentir concernées aussi par ces sujets, parce que ça ne touche pas leur famille ou ça ne touche pas leurs amis. Et tant qu'on n'y est pas confronté, c'est vrai que des fois, on a envie de se protéger en les tenant loin de nous. Donc voilà les quelques mots que je voulais dire. Et puis j'espère que cette initiative se réitérera dans les mois à venir et puis que la population, en tout cas cathésienne et des environs, se sentira investie et passera des messages importants sur l'accueil, l'information et sur la plus-value que ça peut apporter surtout, et notamment l'accessibilité dans la proximité. C'est un réel plaisir que je vois que le camion porté par le département du Nord vient dans ma ville. Mais au-delà de ma ville, c'est un peu aussi dans toutes les communes avoisinantes. C'est une première étape et je salue l'engagement de Christian Poiret, mais poussé par Sylvie Claire, de faire venir dans les territoires ruraux de proximité ce type de camion comme d'autres types de projets qui se déroulent actuellement. Il est très bien, il est très bon que le département joue un rôle de proximité. Il est très mauvais que l'État, sur sa donnée régalienne de compétences, la santé, se défausse sur les autres collectivités locales, que ce soit le département, la région ou les communautés d'agglo comme chez nous. La carence de médecins généralistes fait que de plus en plus, la population a du mal à recourir aux soins, à l'accès aux soins, premier item. Deuxièmement, un item d'ordre général depuis plus de 20 ans, la France n'a jamais accepté fortement les politiques de prévention. Nous sommes une autre conception de la prise en charge de la santé. Nous ne vivons pas comme en Suède, nous ne vivons pas comme au Canada, où les politiques de prévention sont les plus poussées. On attend que l'incident arrive pour dire on enclenche une procédure médicale ou scientifique d'accompagnement. Alors ce bus, il est important. C'est la première fois, je disais à monsieur le responsable et à vous, madame, qu'il faut prendre le temps. La première fois, les gens vont découvrir. La deuxième fois, il faudra qu'on amplifie vis-à-vis de la population. Et j'évoquais peut-être la possibilité, puisque c'est un bus purement féminin, je me demande qu'est-ce que je fais ici, mais c'est un bus purement féminin, de développer la prévention chez les jeunes, au lycée, au collège, que ça soit collège ou lycée. Vous savez, le département et la région savent s'associer quand c'est l'intérêt du citoyen qui est au cœur. Donc peut-être faire venir les jeunes filles du lycée qui ont... À partir de l'adolescence, ils redécouvrent le plus souvent leur corps, et à partir de là, il y en a certaines qui communiquent entre elles, certaines communiquent avec leur famille, mais il y en a qui sont en rupture d'isolement complet et qui n'osent pas avouer, même à un médecin généraliste quand ils en ont encore un, leurs problématiques, même à leurs parents. Le domaine individuel, et en plus, je le disais, le domaine de la santé dans le monde rural, c'est très intimiste, c'est très réservé. Donc moi je salue cette initiative du département, on va dans le bon sens. Il ne faut pas rêver, hein. On sème pour engranger dans l'avenir, donc je pense que cette première phase, elle va peut-être pas être optimale en termes d'accueil des familles, des femmes surtout, mais c'est un premier pas vers quelque chose qu'il faut continuer à développer. L'intérêt pour tous, c'est quand même l'accès aux soins, et comme a dit Sylvie, on a la chance d'avoir un pôle de santé ici, public ou privé, qui est de haute qualité. Alors, il faut savoir aussi que dans nos territoires, hier j'étais à l'agglo avec mes vice-présidents, la santé est reconnue comme la première priorité des gens du territoire, même avant l'emploi. Ça veut dire que la santé, face à la déliquescence du pouvoir de l'État, qui ne sait pas assumer ses responsabilités, il faut que d'autres structures, départements, régions et communautés d'agglo, viennent en soutien pour essayer de trouver des alternatives. Mais si on ne change pas le cursus, la sortie des médecins généralistes, on ne changera pas le monde de la santé. Vous savez pourquoi il y a moins en moins de médecins généralistes? Deux aspects. C'est le médecin généraliste qui fait les prescriptions.
vers un spécialiste, vers le kiné, vers l'infirmier. Donc, qui dit prescription, dit dépenses pour la Sécu. Mais moi, la santé, c'est pas un équivalent uniquement financier, c'est un équivalent d'abord humain. Et le deuxième volet qui me paraît important, c'est que c'est la formation des médecins et l'affectation des médecins à la sortie. Alors, on me dit qu'on est une république, ok. Dans une république, je suis très heureux de vivre en France. Hein. Ben, il faut que tout le monde sur le territoire ait les mêmes droits et les mêmes accès. Donc on adapte, je suis désolé, on adapte par rapport aux besoins du territoire. Vous savez, quand on est jeune, que vous passez des concours, la première souvent, vous êtes 3 ou 5 ans sur la région parisienne. On sacrifie 3 ou 5 ans, entre guillemets, pour vivre dans la région parisienne. Je ne parle pas du 93 ou autre, mais encore dans d'autres secteurs. Et quand vous êtes enseignant, vous n'êtes pas nommé tout de suite où vous voulez. Il faut faire vos preuves. Hein, et puis moi, j'ai connu des gens qui ont fait un cursus d'enseignant dans des écoles REP et tout ça avant de pouvoir atteindre un autre niveau. Donc il y a toujours la notion de sacrifice personnel, mais dès lors qu'on ne l'exige pas au corps médical, on ne peut pas avoir une adéquation de réponse de la santé sur le territoire. Et heureusement qu'on est là, heureusement qu'on se bat avec les moyens qui sont les nôtres. On n'a pas les mêmes moyens de l'État. L'État, c'est beaucoup plus des annonces qui ne sont pas suivies des faits. Nous, on est dans le cas ici, par exemple, au département Sylvie siège, c'est que le département veut suivre ces annonces de faits réels et de suivi. Donc il faut être tenace sur cette thématique et c'est un besoin essentiel du territoire du Caudrésie et du Catésie. Merci à vous. Notre rubrique L'antenne est à vous donne la parole à Monsieur Joseph Modarelli, adjoint aux fêtes, afin de vous annoncer les festivités qui auront lieu le 13 juillet prochain. Au programme, le marché semi-nocturne, mais également des informations concernant le feu d'artifice, où les spectateurs sont attendus sur l'esplanade Montplaisir et non pas au parc Fénelon pour cause de travaux. Là, nous sommes en train de préparer, de finaliser même totalement le 13 juillet. Donc là également une journée ouverte où là on va avoir la ville qui va être remplie par les commerces locaux, des non-sédentaires qui viendront s'ajouter, un carpodium qui va animer à partir de 15h toute l'après-midi jusqu'à environ 22h le centre-ville au pied de la fontaine et qui va clôturer donc cette journée du 13 juillet par un feu d'artifice qui aura lieu cette année pour le tir proprement dit du feu d'artifice dans le parc Fénelon, mais compte tenu des problèmes liés au chantier actuel et aux normes de sécurité, le public, je les invite fortement, donc je passe un message très clair, le public lui va être disons orienté vers l'esplanade Montplaisir, c'est-à-dire qu'on doit respecter des distances réglementaires pour le tir du feu d'artifice et le tir se fait au parc Fénelon, le public lui sera invité à se rendre sur l'esplanade Montplaisir, où il sera, disons, protégé du potentiel ou éventuel de bris qu'il pourrait y avoir. Voilà. Donc, un changement de formule sur la forme, on reste sur le même principe, feu d'artifice à 23h. Donc, on va orienter les gens de façon très claire à partir de la fontaine ou du centre-ville pour prendre la rue Charles-Sédou et s'orienter vers l'esplanade Montplaisir pour assister donc à un feu d'artifice environ d'une trentaine de minutes et le démarrage aura lieu à 23h précises parce que là également, et je précise également que la demande a été faite aux services concernés pour que l'éclairage soit maintenu dans sa totalité au niveau de la ville jusqu'à 2h du matin pour permettre aux gens qui ont envie de rentrer chez eux tranquillement de ne pas avoir de se retrouver dans le noir total. Donc l'éclairage, je garantis cette année qu'il sera ouvert jusqu'à 2h du matin. C'est ainsi que se termine cette édition. Pas de page sport cette semaine, mais ne vous inquiétez pas, André Biangou prend l'antenne dans quelques instants. Quant à moi, j'ai été ravie de partager ce journal en votre compagnie. N'hésitez pas à nous retrouver comme toujours sur notre site officiel, notre page Facebook et notre compte Instagram Beffroivision, ainsi qu'à visionner cette édition sur YouTube et à vous abonner, c'est très important. Et moi, je vous dis à tout de suite!